Collection de l'Épouvanteur, livre 1, L'apprenti épouvanteur, chapitre 5. Chapitre 5, Gobelins et sorciers. Tandis que nous marchions, les derniers nuages du matin s'effacèrent et je remarquai un net changement. Même en hiver, le soleil brillait parfois sur le comté. S'il ne nous réchauffait guère, il était cependant préférable à la pluie. Mais il est une période de l'année où l'on ressent tout à coup à la chaleur, et c'est comme le retour d'un ami. L'épouvanteur devait ruminer la même pensée car il fit brusquement halte et me regarda et m'adressa un de ses rares sourires. « C'est le premier jour du printemps, petit, » me dit-il. « Nous irons donc à Chimpenden. » Cela me parut curieux. Se rendait-il toujours à Chimpenden le premier jour du printemps? Et si oui, pourquoi? Je l'interroge. « Ce sont mes quartiers d'été, m'expliqua-t-il. Je passe l'hiver au bord de la lande d'Anglezark et l'été à Chimpenden. Je n'ai jamais entendu parler d'Anglezark. C'est où? Me dis-je. Dans le sud du comté, c'est là où je suis né, nous avons vécu là-bas jusqu'à ce que mon père nous emmène à Orso. Je connaissais l'existence de Chimpenden, ce qui me rassurait un peu, mais je découvrais qu'en tant qu'apprenti, j'allais voyager sans cesse et devrais apprendre à m'orienter. Nous changeons donc de cap et nous nous dirigeons vers les lointaines collines du nord-est, et je ne posais plus d'autres questions. La nuit, alors que nous nous abritions dans une grange et que notre souper s'était encore une fois résumé encore à quelques bouchées de fromage jaune, mon estomac protesta violemment et je n'avais jamais eu aussi faim de ma vie. Je me demandais où nous logerions à Chimpenden et si nous y prendrions enfin un repas convenable. Je ne connaissais personne qui y soit allé, mais on en parlait comme d'un lieu peu accueillant isolé quelque part dans le creux des lointaines collines, dont la ligne pourpre et grise est à peine visible depuis la fenêtre de mon père. Ces collines m'évoquaient toujours une grosse bête endormie, sans doute à cause des histoires que me contait l'un de mes oncles. La nuit, il prétendait qu'elle s'agitait et le lendemain des villages entiers avaient disparu de la surface de la terre, et ils étaient réduits en poussière sous le propre poids de la créature. Le matin suivant, des nuages d'un gris sombre cachaient de nouveau le soleil. Nous ne verrions sans doute pas de sitôt une deuxième journée de printemps. Le vent s'était levé, faisait claquer nos vêtements et bousculant le vol des oiseaux dans le ciel, tandis que le nuage semblait se courser pour cacher au plus vite le sommet des collines. Nous gravissions la route en pente à pas lents, et ce rythme me convenait, car j'avais des ampoules au talon. La journée était donc bien avancée quand nous approchons de Chimpenden, et la lumière commençait à baisser. Le vent soufflait toujours, mais le ciel s'éclaircissait, et la crête pourpre des collines se détachait toujours à l'horizon. L'épouvanteur n'avait guère été bavard durant le voyage. Il s'anima soudain en me désignant le sommet un à un. Il y avait là le pic de Palrik, le pic le plus proche de Chimpenden, et d'autres plus ou moins éloignés dont il m'avait récité le nom. Mont Mélor, la Selle ou la colline aux loups. Je demandai à mon maître s'il y avait encore des loups à cet endroit précisément. Il eut un sourire assez inquiétant, mais plaisantant. On ne sait jamais ce qui peut se passer ici, petit. Nous devons toujours rester sur nos gardes. Lorsque les premiers toits du village furent en vue, l'épouvanteur me montra du doigt un sentier à l'écart de la route le long d'un ruisseau qui dévalait la colline en gargouillant. Ma maison est par là. Le chemin est un peu long, mais ce détour nous évite la traversée du village. J'aime autant garder mes distances avec les gens d'ici, et d'ailleurs eux-mêmes trouvent cela convenable. Je me souvins encore une fois de l'avertissement de Jack, et mon cœur se serra. Mon frère avait raison, un épouvanteur vit et travaille seul. Il ne peut compter que sur lui-même. Des arbustes rachitiques poussaient sur les berges grippées de la pente pour résister au vent. Celui-ci faiblit jusqu'à n'être plus qu'un lointain soupir lorsque nous entrons dans un bois de frênes et de cynocore. Je ne vis d'abord qu'un simple futé et nous protégeant des rafales. Puis je compris qu'il s'agissait de bien autre chose. J'avais remarqué que de temps à autre, que certains arbres y sont particulièrement bruyants. Leurs branches craquent, leurs feuilles chuchotent, tandis que d'autres n'émettent presque aucun son. J'entendais le souffle du vent au-dessus de nos têtes, mais dans le sous-bois, le seul bruit perceptible était celui de nos bottes. L'endroit était étrangement calme. Tous ces arbres étaient d'un tel silence. Un frisson me parcourut le dos jusqu'à la nuque. Nous entrâmes alors dans une clairière. Devant nous, il y eut une maison. On apercevait que son toit et son étage supérieur dans la haie d'aubépine qui l'entourait étaient hautes. Le filet de fumée blanche qui sortait de la cheminée montait tout droit, et puis ayant dépassé la cime des arbres, elle était dispersée par le vent, qui chassait vers l'est. La maison et le jardin étaient nichés dans un vallon de la colline, et on aurait dit qu'un géant avait fracassé le sol de son propre poing. Je suivis mon maître jusqu'à un portail de fer qui ne m'arrivait pas plus haut que la ceinture. Il était repeint d'un vert si vif que je demandais si le badigeon avait eu le temps de sécher.
Mon maître tendit la main et il se passa quelque chose d'incroyable. Sans que l'épouvanteur ait touché le loquet, celui-ci s'était soulevé et la grille pivota sur ses gonds comme manœuvrée par un bras invisible. J'entendis mon maître dire merci. La porte de la maison, elle, ne s'ouvrait pas toute seule par contre. L'épouvanteur dut retourner dans la serrure une grosse clé qu'il avait tirée dans la poche. Elle était identique à celle qu'il avait déverrouillé la porte de la maison hantée à Orchaud. Il me regarda de l'œil tout en poussant la porte. Eh oui, petit, mon frère le serrurier l'a fabriquée pour moi. Elle ouvre la plupart des serrures tant qu'elles ne sont pas trop compliquées. C'est très utile pour le travail qui est le nôtre. Le battant tourna avec force et craquement et grincement. Et je m'ai pénétré dans la grande demeure derrière mon maître, dans une petite entrée très sombre. On devinait sur la droite un escalier raide et sur la gauche un étroit corridor au sol carrelé. « Laisse les sacs ici, » dit mon maître. « Ne l'embime pas, j'aime pas manger froid. » Je me débarrassai donc de nos affaires et de mon baluchon, et je suivis dans le couloir menant à la cuisine d'où venait une odeur fort appétissante. En entrant dans la pièce, je ne fus pas déçu. Elle me rappelait la cuisine de ma mère, des pots d'herbes aromatiques étaient alignés sur le rebord de la fenêtre, et les derniers rayons du soleil qui passaient entre les feuilles tachetaient les murs d'ombre mouvante. Un peu de feu flambait dans la cheminée d'angle et répandant une douce chaleur. Au centre, sur une massive table en chêne, 2 larges assiettes étaient disposées. Au milieu de la table attendaient 5 plats de service chargés de mets, à côté d'une saucière remplie jusqu'au col de jus de viande fumant. « Assieds-toi, petit, et mange !» m'invita l'épouvanteur. Il n'eut pas besoin de me le dire 2 fois. Il me servit de gros morceaux de poulet bien juteux et d'énormes tranches de bœuf. Et on y ajoutait une montagne de légumes et de pommes de terre rôties. Je redécouvris le tout d'une sauce délicieuse parfumée. Seule ma mère aurait su faire une sauce encore meilleure. Elle avait prévu l'heure exacte de notre arrivée pour que tout soit chaud sur la table, au bon moment. Mais ma tête était pleine de questions, même si j'étais si fatigué que je consacrais toute l'énergie qui me restait à manger. « Alors, petit, ça t'a plu ?» me demanda l'épouvanteur. Je hochai la tête trop repus pour parler, et j'avais sommeil. Après un régime de fromage, c'est toujours agréable de me retrouver un bon repas et une maison au chaud. On est bien nourri ici, pas vrai ? On reprend des forces en prévision du travail, et j'opinai de nouveau ébahi. Il continua. Nous aurons beaucoup à faire demain. Alors va te coucher, ta chambre est celle avec une porte verte à l'étage. Et dors bien. Mais surtout ne te promène pas dans la maison pendant la nuit. Au matin, tu entendras sonner une clochette, ce qui t'indiquera le petit déjeuner. Tu descendras aussitôt. Lorsque quelqu'un se donne du mal pour préparer de bonnes choses, il ne s'agit pas de le froisser en les laissant refroidir. Ne descends pas trop tôt non plus, ce ne serait pas très conseillé. J'acquiesça et le remercia pour ce souper et retourna dans l'entrée. Le sac de l'épouvanteur et le mien avaient disparu. Tout en me demandant ce qu'ils avaient emporté, je montais les marches pour aller me coucher. Ma nouvelle chambre était bien plus grande que celle que j'avais à la ferme. Celle-ci contenait un lit, une petite table, un chandelier, une chaise, une commode, et on avait encore largement la place de circuler. Mon baluchon m'attendait posé sur la commode. Face à la porte, une haute fenêtre à guillotine semblait fermée depuis des années. Le verre de carreau était si épais et irrégulier que le paysage vu à travers se déformait en volutes de couleurs. Le lit était poussé contre le mur et j'étais en dessous. J'ôtai mes bottes et m'agenouilla sur l'édredon et tâcha de soulever le panneau du bas. Quoique un peu dur, il céda plus facilement que je m'y attendais. Je le relevai à petits coups, juste assez pour passer la tête en dehors et observa les alentours. Je vis une large pelouse divisée en deux par une allée couverte de gravier blanc qui menait sous le sous-bois, à travers une ouverture dans la haie. En arrivant, j'avais pensé que le jardin était totalement entouré par cette barrière d'aubépines, et je m'étais lourdement trompé. Sur la droite, par-delà la cime des arbres, on apercevait les collines. La première paraissait si proche qu'il me semblait pouvoir la toucher. J'inspira une grosse goulée d'air frais, d'une bonne odeur d'herbe, puis je rentrai la tête et m'occupai de déballer mes affaires. Elle tenait à l'aise dans un tiroir de la commode. En la refermant, je remarquai des suites de mots sur le mur dans l'ombre du lit. Je m'approchai, le mur était couvert de noms tracés à l'encre noire sur le plâtre du. Certains étaient plus grands que d'autres, comme si ceux qui les avaient écrits avaient mis une haute estime en eux, et beaucoup s'étaient à moitié effacés au fil du temps. Et je me demandais si c'était ceux des anciens apprentis. Devrais-je ajouter le mien, me demandai-je, ou fallait-il attendre la fin du mois d'août, quand je saurais que l'apprenti me garderait? Je ne possédais ni encre ni plume, mais aussi résolu d'y penser plus tard. Je m'examinais les noms avec attention, cherchant lequel paraissait le plus hasard.
J'en conclus qu'alors que c'était Billy Bradley. Les lettres étaient encore très nettes, tassées dans un tout petit espace vide, là où il restait un peu de place. Et je me demandais ce que ce pauvre Billy pouvait bien faire à présent. J'avais besoin de sommeil et j'étais fatigué. Les draps étaient propres, le lit confortable, et je me déshabillais et mis à peine la tête sur l'oreiller que je me suis endormi. Lorsque je rouvris les yeux, le soleil entrait à flot par la fenêtre. Un bruit m'avait réveillé au beau milieu d'un rêve, et c'était sans doute la cloche du petit déjeuner. Cependant, j'étais perplexe. La cloche avait-elle réellement sonné, ou l'avais-je rêvé? Comment le savoir? Qu'étais-je censé faire quand je descends trop tôt ou trop tard? Je me contenterai à la cuisinière. Je décidai donc que j'avais entendu la cloche, et je m'habillai donc et descendis. Depuis l'escalier me parvenant des bruits de pots et de casseroles montant dans la cuisine. Pourtant, au moment où je poussai la porte, la maison retomba dans un silence de mort. Je commis alors une erreur. J'aurais dû remonter aussitôt dans ma chambre, car il était clair que le petit-déj n'était pas prêt. La table du souper avait été débarrassée, mais le couvert n'était pas remis, et la cheminée était pleine de cendres refroidies. De fait, la cuisine était glaciale, et le pire est qu'il me semblait plus froide à chaque seconde. Mon erreur fut d'avancer d'un pas vers la table. Un bruit étrange s'éleva derrière mon dos. Pas de doute, c'était un sifflement de colère, et il avait retenti tout près de mon oreille gauche, et si près que je sentis même le souffle de mon cœur. L'épouvanteur m'avait enjoint de ne pas descendre trop tôt, alors je compris que j'étais en danger. À peine lui avais-je cette pensée que je reçus un violent coup derrière la nuque, et je titubais vers la porte, manquant de peu de m'écouter. Je n'avais pas besoin d'un autre avertissement. Je sortis de la cuisine en courant et remontai les escaliers. Au mi-étage, je me figea. Quelqu'un m'attendait sur le palier, une silhouette imposante se dessinait à contre-jour dans l'embrasure de ma porte. J'hésitais en ne sachant quelle partie prendre, quand le son d'une voix familière me rassura, c'était l'épouvanteur. Je le voyais pour la première fois sans son grand manteau. Il était vêtu d'un simple pantalon gris et d'une tunique noire, et je découvris qu'en dépit de sa haute taille et de ses larges épaules, c'était un homme mince, sans doute à cause des longues périodes de jeûne où il mangeait que du fromage. Il me rappelait les meilleurs laboureurs lorsqu'ils avancent en âge, certains sans pattes, mais la plupart comme ceux que mon père engageait pour la moisson depuis que 5 de mes frères avaient quitté la ferme, étaient secs et musclés. Moins de graisse, plus de force, disait toujours papa. Et en regardant toujours l'épouvanteur, je comprenais pourquoi il était capable de marcher aussi longtemps et sur de grandes distances sans ralentir le pas. Je t'avais pourtant dit de ne pas descendre trop tôt, remarqua d'une voix tranquille l'épouvanteur. Ah, tu t'es fait boxer les oreilles, n'est-ce pas? Que cela te serve d'avertissement, petit. La prochaine fois, ça pourrait être pire. J'avais cru entendre le son de la clochette, me défendis-je. Mais c'était sans doute qu'un rêve. L'épouvanteur rit doucement. Ah, voilà l'une des premières leçons d'un futur épouvanteur. Apprendre à reconnaître si on rêve ou on est éveillé. Certains n'y réussissent jamais. Il descendit quelques marches et me tapota sur l'épaule. Bien, je vais te montrer le jardin. Il faut bien commencer ton instruction quelque part. Et cela nous aidera à patienter jusqu'au petit déjeuner. Mon maître me fit passer par la porte de derrière et je constata que le jardin était beaucoup plus grand que je l'avais cru. Nous marchons vers l'est, clignant des yeux à cause du soleil matinal et atteignîmes la pelouse coupée par l'allée de grappes. En réalité, m'expliqua l'épouvanteur, il y a 3 jardins. On l'accède par une allée comme celle-ci et nous visiterons d'abord celui-ci qui donne à l'est. Au lever du soleil, on y est en sécurité. Mais ne t'y aventure pas la nuit sans une excellente raison, et en tout cas jamais seul. Un peu nerveux, je suivis mon maître vers la lisière du bois. À proximité des arbres, l'herbe était plus haute, et piquetée de jacinthes sauvages. J'ai toujours aimé les jacinthes, parce qu'elles fleurissent au printemps et annoncent le retour des beaux jours. Mais à cet instant, je ne leur accordais même pas un regard. Les branches cachaient le soleil et l'air se refroidit brusquement, ce qui me rappela ma mésaventure dans la cuisine. Cette partie du bois avait quelque chose d'étrange et de menaçant, et plus nous avancions, plus la température baissait. Il y avait des nids de corneilles au-dessus de nos têtes, et leurs cris rauques furieux me firent frissonner autant que le froid. Leur voix était aussi peu harmonieuse que celle de mon père qui se mettait toujours à chanter quand nous terminions la traite. Si le lait tournait, maman disait que c'était toujours ça. L'épouvanteur s'arrêta et désigna quelque chose par terre, 5 pas devant nous à peu près. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda l'épouvanteur. L'herbe avait été arrachée et au centre d'un large cercle de terre nue, il y avait une pierre tombale, plantée verticalement et elle pencha légèrement sur la gauche. Devant la stèle, une portion du sol avait été délimitée par des pierres moins hautes, c'était tout à fait inhabituel. Or, il y avait plus étrange encore. 13 épées de barreaux de fer étaient fermement fixées aux pierres du pourtour par de gros verrous.
Je l'ai compté 2 fois pour être sûr. Eh bien petit, je te pose une question, qu'est-ce que c'est? J'avais la bouche si sèche que je ne réussis tout juste à quoi assez de mots. Une tombe? Bonne réponse. Remarques-tu quelque chose de particulier? Je hoche la tête incapable d'en dire plus. L'épouvanteur me sourit et me tapa sur l'épaule. Et tu n'as aucune raison d'avoir peur, tu sais. Il y a là qu'une sorcière morte. Et pas des plus puissantes. Comme elle n'avait pas de terre où reposer, on l'avait enterrée en dehors du cimetière, à quelques kilomètres d'ici. Mais elle a réussi à se libérer. Je l'ai sermonnée, et comme elle ne voulait rien entendre, je l'ai bouclée là. Les gens du pays se sentent plus tranquilles. Ils peuvent en aller et venir en paix. Ils n'aiment pas s'embarrasser de soucis avec ce genre de créatures. D'ailleurs, c'est notre tâche à nous de s'en débarrasser. J'opinais de nouveau et m'aperçus soudain que j'avais cessé de respirer. J'aspirais une longue goulée d'air et mon cœur cognait follement et je tremblais de la tête aux pieds. Elle n'est plus guère dangereuse maintenant, continuait mon maître. De temps à autre, à la pleine lune, on l'entend s'agiter, mais qu'elle n'a pas assez de force pour atteindre la surface de la terre. Et les barres de fer l'empêchent de sortir de toute façon. Il y a pire un peu plus loin sous les arbres. Il tendit le doigt vers l'est. Combien? Compte 20 pas et tu y seras. Pire, qu'est-ce qui pouvait être pire? Je devinais qu'il ne tarderait pas à me le dire. Il y a là-bas encore 2 autres sorcières. En effet, l'une est morte et l'autre est vivante. La morte est enterrée verticalement, la tête en bas. Malgré ça, une ou 2 fois par an, il faut renforcer les barres sur la tombe. Ne t'en fais pas et surtout ne t'en approche jamais après le crépuscule. Pourquoi la tête en bas, demandai-je. Ah, bonne question, petit. L'esprit d'une sorcière morte, vois-tu, se réfugie dans les eaux. Et certaines n'ont même pas conscience d'être mortes. Les enterrer, la tête en bas, suffit généralement à les faire tenir tranquilles pour un moment. Mais les sorcières ont chacune leur caractère. Certaines se montrent particulièrement têtues. On dirait qu'elles cherchent à renaître. Donc il faut donc la rendre leurs choses. Alors il faut leur rendre les choses les plus difficiles possibles en les enterrant du mauvais sens. Venir au monde les pieds en avant n'est pas une chose aisée ni pour un bébé ni pour une sorcière. Toutefois, celle-ci reste dangereuse. Ne t'en approche surtout pas. Et quant à la vivante, tiens-t'en à bonne distance aussi. Morte, elle serait encore plus dangereuse, car une sorcière aussi puissante n'aurait aucun mal à revenir de l'au-delà. C'est pourquoi nous la gardons au fond d'un puits. Elle s'appelle Mère Malkine. On l'entend sans cesse chuchoter, se parlant à elle-même. C'est l'être le plus maléfique qui soit. Elle est dans ce puits depuis très longtemps, et une partie de ses pouvoirs se sont dissous dans la terre. Mais elle serait enchantée de mettre la main sur un gamin comme toi. Ah, alors je te le répète assez, reste à bonne distance. Promets-moi que tu n'approcheras, et je veux te l'entendre dire. Je promets de pas m'en approcher, murmurai-je affreusement mal à l'aise. Cela me paraissait bien cruel de garder dans un trou une créature vivante, fût-elle une sorcière. J'étais sûr que cette méthode ne plairait pas à ma mère. C'est bien mon garçon, je ne veux plus voir se reproduire un incident comme celui de ce matin. Il pourrait t'arriver pire que de te faire boxer les oreilles, crois-moi. Il me l'avait déjà dit, alors je le croyais. Je n'avais pas besoin qu'il me le répète. Heureusement, il avait dévié sur autre chose, et il avait beaucoup d'autres choses à me montrer, et il ne revint pas sur la question. Nous sortîmes du bois, et il me mena vers une autre pelouse. Voici le jardin sud, dit-il. N'y viens pas non plus le soir venu. Là aussi, une allée menait vers le bois. Le soleil fut caché par un épais branchage et l'air se refroidit d'un coup. Nous approchons d'une chose mauvaise. L'épouvanteur s'arrêta à 10 pas d'une dalle, près des racines noueuses d'un chêne. Elle couvrait une surface beaucoup plus grande que celle d'une tombe ordinaire, et à en juger d'après la hauteur de pierre qui dépassait du sol, elle devait être très épaisse. Qu'est-ce qui est enterré là, à ton avis? demanda l'épouvanteur. Alors je fis de mon mieux pour répondre d'un ton assuré. Alors je sais pas moi, une autre sorcière? Non, on n'a pas besoin d'une telle pierre pour obtenir une sorcière. Le fer il suffit là généralement. Or la créature qui est là-dessous se glisserait en un clin d'œil entre les barres métalliques. Examine bien cette chose. Vois-tu l'inscription gravée dessus? Level 1 Grégory. J'acquiesça et je reconnaissais la lettre, mais je m'interrogeais sur ce qu'elle représentait. Alors c'est le gamma grec, dit l'épouvanteur, la lettre que nous utilisons pour désigner un gobelin. La ligne diagonale signifie qu'un artifice le retient sous cette dalle. À droite de la lettre, le chiffre romain 1, l'échelon le plus haut, signale une créature extrêmement dangereuse. On utilise un classement de 1 à 10. Souviens-toi-en. Un jour ou l'autre, cela peut te sauver la vie.
Un être classé 10 a si peu de pouvoir qu'on remarque à peine sa présence. Celui qui est classé 1 est en mesure de te tuer. J'ai dépensé une fortune pour faire transporter cette dalle jusqu'ici, mais ça valait le coup. Ce gobelin est étroitement emprisonné désormais. Il ne bougera plus ici avant que sonne la trompette du jugement dernier. Tu auras beaucoup à apprendre à propos des gobelins, mon garçon, et je vais commencer ton instruction tout de suite après le petit déjeuner. Un gobelin en liberté peut parcourir des kilomètres usant partout de sa malignité. Si un gobelin particulièrement gênant refuse d'entendre raison, ton travail est de trouver l'artifice capable de l'entraver définitivement. Ce qui est, tu t'en doutes, plus facile à dire qu'à faire. L'épouvanteur fronça les sourcils comme si une pensée désagréable le frappa soudain. Un de mes apprentis a eu de sérieux ennuis en tentant de neutraliser un gobelin, fit-il d'un ton lourd de tristesse. Mais ce n'était que ton premier jour ici. Nous en reparlerons plus tard. Au même instant, une cloche sonna au loin et l'épouvanteur sourit. « Sommes-nous éveillés ou endormis ?» me demanda-t-il. « Éveillés. Tu en es sûr ?» Je hocha la tête. « En tout cas, allons déjeuner. Je te montrerai l'autre jardin quand tu auras le ventre plein. »